Telle qu'abordée jusqu'à présent, la faculté de punir a été pensée à la croisée de la morale et de la politique, ou plus exactement comme une question morale traversée par des enjeux politiques. Qu'il s'agisse dans une perspective kantienne, autrement dit rétributive, selon laquelle l'auteur d'une infraction doit être puni pour la seule raison qu'elle est un manquement au devoir moral, ou dans une perspective benthamienne, autrement dit utilitariste, selon laquelle le châtiment n'a de justification morale que pour autant qu'il permette de réduire les délits et les crimes. La manière donc de penser la sanction relève dans les deux cas de la rationalité. Rationalité tournée vers le passé, celui de l'acte, pour les rétributivistes. Rationalité orientée vers l'avenir, celui de la collectivité, pour les utilitaristes. Cette rationalité se construit donc autour de la sévérité de la peine dans la philosophie d'Emmanuel Kant, qui suppose une équivalence entre la punition et ce qui est puni, et autour de la sécurité du groupe, dans la philosophie de Jeremy Bentham, d'après laquelle le châtiment doit protéger la société. Ces enjeux politiques se dessinent particulièrement à travers les problèmes posés par l'extension du domaine du châtiment ou par l'inégalité de sa distribution dont j'ai parlé dans les leçons précédentes, ce qui renvoie à la production et à la reproduction de l'ordre social, un ordre social dans lequel il s'agit moins d'assurer la paix civile en réduisant les violations de la loi que de rappeler à chacun sa place en choisissant de sanctionner ceux qui doivent l'être pour mieux épargner ceux qui ne doivent pas l'être. Mais ces rationalités morales et politiques disent-elles tout de la faculté de punir? Peut-on réduire le châtiment à la seule dimension de la raison? Dans les sciences sociales, Émile Durkheim a probablement été le premier, et même l'un des rares, à clairement poser ces questions et à y répondre par la négative. Non, pour lui, la faculté de punir n'est pas une simple affaire rationnelle. Cherchant à établir en 1893, dans De la division du travail social, ce que sont les caractères de la peine, il écrit « La peine consiste dans une réaction passionnelle. » Il en veut pour preuve, je le cite encore, que les peuples primitifs, ce sont ces termes, punissent pour punir, font souffrir le coupable uniquement pour le faire souffrir, et qu'au fond, entre la peine d'aujourd'hui et celle d'autrefois, il n'y a pas un abîme. La seule différence étant que, aujourd'hui, elle produit ses effets avec une plus grande conscience de ce qu'elle fait. Et il précise encore sa pensée. On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir. Il n'en est pas moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. De cette dimension passionnelle de la justice contemporaine, il donne deux éléments empiriques. Premièrement, dans les tribunaux, observe-t-il, c'est à des passions que s'adresse et le magistrat qui poursuit et l'avocat qui défend. Car le second veut exciter de la sympathie pour le coupable, quand le premier s'efforce de réveiller les sentiments sociaux qu'a froissé l'acte criminel. Et deuxièmement, en matière de sanctions, il dit que la honte double la plupart des peines, alors même que le plus souvent elle ne sert à rien. Et elle devient ainsi une sorte de supplice supplémentaire et sans but. Autrement dit, si l'on suit Durkheim, le châtiment est toujours en excès de la rationalité dont il se réclame. Il mobilise des émotions et des sentiments. Il est dès lors insuffisant de l'analyser dans le seul domaine de la raison et de la loi, comme le font la plupart des philosophes et des juristes, qui cherchent à définir les normes du châtiment, ou dans le seul domaine des savoirs et des pouvoirs, comme le font la plupart des historiens et des sociologues qui s'intéressent à la dimension du contrôle social exercé à travers les pratiques punitives. Quelque chose, du côté des affects, résiste à ces analyses. C'est à ce quelque chose que je vais consacrer mon analyse, en commençant par revenir sur l'étymologie et la généalogie de la peine, en continuant avec la distinction entre punition et vengeance, enfin en m'attachant à la question difficile de la jouissance, de la souffrance. Dans la philosophie du droit,
le châtiment prend le nom de peine, celle que prononce le juge pour sanctionner une infraction à la loi. Le mot a une étymologie intéressante qui suggère que la réponse à une faute, un délit ou un crime n'a pas toujours été la punition. En grec, en effet, le bailli indique que poiné signifie, je cite, expiation d'un meurtre, d'où argent qu'on paie aux parents de la victime, prix du sang, rançon, et par extension à la fois compensation, récompense d'un côté, châtiment, vengeance de l'autre. En latin, selon le Gaffio, poena, qui dérive bien sûr du grec, a de même une signification assez ouverte, puisque le sens en est d'abord, je cite, rançon destinée à racheter un meurtre, d'où compensation-réparation, par exemple dans poenam constituere, fixer l'amende, mais également vengeance-châtiment, dans poena capitis, peine de mort. Autrement dit, en réponse à un acte réprouvé, une double ligne sémantique se dessine dans les deux langues. Il y a d'une part ce qui relève de l'échange, c'est-à-dire le prix du sang, la somme donnée en compensation du dommage subi, et d'autre part ce qui relève de la vengeance, c'est-à-dire le sang versé, l'acte par lequel on punit l'auteur. Cette tension entre logique de l'échange et de la réparation et logique de la vengeance et du châtiment se retrouve dans les sociétés contemporaines. Dans le monde musulman, il existe en cas d'homicide une alternative entre la diya, le prix du sang, la compensation financière expiatoire, et l'arqisas, l'exécution capitale, le châtiment à l'encontre de l'auteur, celle-ci ayant de plus en plus tendance à être remplacée par celle-là, en conformité du reste avec le texte coranique qui demande plus d'indulgence aux magistrats. Mais comme le montre l'anthropologue de l'université de Washington, Arzu Ozanlu, à propos de l'Iran, lorsque la famille demande que soit payé le prix du sang, autrement dit que le meurtrier ne soit pas exécuté, et c'est une clémence qui est aujourd'hui la règle, le juge impose néanmoins une peine de prison supplémentaire. Donc plutôt qu'une alternative, telle qu'inscrite dans la loi islamique, c'est une combinaison qui s'opère à travers cette forme hybride, intégrant le droit pénal moderne avec la condamnation à une incarcération, et qui évite ainsi que le criminel ne reçoive aucune peine si la somme demandée est versée par la famille, solution qui indexerait finalement la justice sur la seule richesse. Dans les pays occidentaux, on peut également considérer que dans la réponse pénale à une infraction impliquant une victime, la sanction se redouble souvent de la nécessité de verser des dommages et intérêts aux personnes auxquelles un tort a été causé. Si l'on en revient à l'étymologie latine et donc à poena, on voit, comme le notent Alfred Ernoult et Antoine Meillet dans leur dictionnaire étymologique de la langue latine, qu'à l'époque romaine impériale, donc tardive, à l'idée de réponse à la commission d'une faute, d'un délit ou d'un crime, comme je l'ai indiqué, s'adjoint la notion moins déterminée de chagrin et de douleur. C'est ainsi que tardivement, les deux sens de ce substantif se juxtaposent puis se superposent, la peine comme punition, celle que le juge prononce, et la peine comme souffrance, celle qu'on ressent à la perte d'un être cher. La langue anglaise conserve de même cette double signification, mais cette fois avec deux mots de même étymologie, à savoir penalty, le châtiment, et pain, la douleur. On peut ajouter que le mot punition et son équivalent anglais punishment vient de pugno, qui fait punire, mais le lien supposé avec poena est aujourd'hui discuté. Retenons donc de ce bref détour par les origines du mot peine deux évolutions cruciales. La première, c'est le passage de la réparation à la punition, dans la manière dont la société répond à la violation de la règle ou de la loi. La seconde, c'est l'élargissement de la sanction à la douleur, de ce qui est infligé à ce qui est subi, sans que dans ce cas, la préexistence d'un délit ou d'un crime soit nécessaire. Or, il ne s'agit pas simplement de glissement sémantique, car comme c'est souvent le cas, l'évolution du langage a accompagné l'évolution des pratiques. Les travaux historiques, aussi bien qu'ethnologiques, montrent que dans de nombreuses sociétés, l'économie morale de l'échange a précédé l'économie morale
de la souffrance. L'économie morale de l'échange impliquait deux éléments, l'idée de compensation, supposant l'établissement d'une équivalence entre l'infraction commise et la réparation, en général financière, et l'implication des familles ou des clans en cause dans le règlement de l'affaire. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un châtiment, mais d'une expiation par une sorte d'indemnisation de la partie victime, et il n'y avait pas de responsabilité individuelle de l'auteur, mais une obligation sociale de la part d'un groupe à l'égard d'un autre. L'économie de la souffrance, par contraste, suppose l'infliction d'une forme de douleur à l'auteur, qui est singularisé comme coupable, tandis que le collectif auquel il appartient sort de l'équation punitive. L'histoire des sociétés européennes est riche d'exemples de l'économie morale de l'échange, comme le développe le sociologue allemand Georg Simmel dans son grand livre Philosophie des Geldes, la philosophie de l'argent, paru en 1900. Pour le haut Moyen Âge, à partir des cas de l'Angleterre anglo-saxonne et des royaumes francs, le dommage causé par une personne appelant à l'époque au versement d'une compensation appelée Wehrgeld, signifiant littéralement le prix de l'homme dans le droit germanique médiéval. Ce dommage pouvait correspondre à un vol, une injure, un meurtre. La compensation était versée à l'individu lésé ou, en cas de décès, à sa famille. Dans les périodes les plus anciennes, elle faisait l'objet de discussions, de négociations entre les parties, mais avec le temps, des règles plus strictes établissant le montant de la somme destinée à réparer la perte subie ont été progressivement imposées. En cas d'homicide, cette somme variait en fonction du statut de la victime, étant d'autant plus élevée, bien sûr, que cette dernière était plus puissante. L'ensemble de la famille de l'auteur du crime participait à la réunion de cette somme, chacun contribuant selon le degré de proximité dans la parenté avec ce dernier. Ces règles avaient une fonction politique. Le Wehrgeld permettait en effet d'expier la faute commise et donc d'éviter des conflits entre les familles qui auraient pu se prolonger. L'ethnologie des sociétés extra-européennes dites traditionnelles apporte des éléments empiriques convergents. Diverses études ont ainsi montré l'existence de pratiques de compensation entre clans en cas de violation des normes, compensation qui peut ne pas être économique, et ce dans des contextes très éloignés. Ainsi, chez les Indiens Tlingit du sud-est de l'Alaska, parmi lesquels l'anthropologue canadien de l'Université d'Oregon, Kalervo Oberg, a mené des enquêtes dans les années 1930. Donc dans cette société, le tort causé, qu'il s'agit là encore d'un vol, d'une injure ou d'un meurtre, ne l'était pas à la personne victime, mais à l'ensemble du clan qui demandait alors réparation. Je cite, « Théoriquement, le crime contre un individu n'existe pas. » Il faudrait ajouter que le crime d'un individu n'existe pas vraiment non plus. C'est le clan qui a commis l'infraction qui est jugé comptable, et du reste, si la faute ou le crime était perpétré à l'encontre d'un membre du clan, il ne donnait pas lieu à réparation, du propre clan, il ne donnait pas lieu à réparation. Cette dernière n'intervenait qu'entre des deux clans. Et s'il y avait mort d'homme, il fallait alors qu'un homme de même statut soit tué en échange. Quant au meurtrier, s'il était de condition modeste, il pouvait devenir l'esclave de la famille qui avait fourni la victime en compensation. Dans les affaires moins graves d'agression ou de vol, un don en nature pouvait suffire à rétablir l'ordre légal. De même, chez les Yap des îles Carolines de Micronésie, comme l'écrit l'anthropologue états-unien de l'Université de Californie David Schneider, qui a conduit ses recherches dans les années 1940, c'est le groupe qui était responsable des actes commis par l'un de ses membres, et si la décision était que la réparation à l'égard du groupe qui avait subi l'affront imposa la mort, je le cite, « n'importe quel membre du groupe était susceptible de devoir mourir ». Le plus souvent, cependant, une divination était réalisée pour éviter cette issue fatale, et la convocation d'un esprit des ancêtres pouvait offrir une alternative. Dans ces deux groupes, donc, l'un d'Amérique du Nord, l'autre d'Océanie, les deux faits importants de la réponse à l'infraction sont d'une part qu'il n'y a pas punition, mais en quelque sorte dédommagement pour le dommage subi, et d'autre part
que l'auteur n'est pas responsable de son acte, car c'est à son clan de rendre des comptes au clan victime. Que la dette soit réglée par une somme d'argent, par des biens ou par une vie humaine, importe moins, sur le plan anthropologique, bien sûr, pour l'éventuel sacrifié, la différence est significative, que le fait qu'on est dans une logique de transaction entre des groupes. Tout autre est bien sûr la logique du châtiment qui prévaut dans les sociétés contemporaines, où l'auteur est tenu pour responsable à titre individuel et doit donc se voir infliger une douleur. Car premièrement, la société n'est jamais mise en cause lorsqu'un délit ou un crime est commis, quand bien même les circonstances de la commission montrent que le contexte, par exemple l'environnement social, la précarité économique ou la violence institutionnelle a joué un rôle, l'auteur est seul coupable. Et deuxièmement, la réponse la plus évidente est pénale, sous le double sens de la peine comme sanction et comme souffrance, et qu'elle procède en l'occurrence d'une amende, d'un emprisonnement, voire d'une exécution. Cette double caractéristique, l'individualisation de la culpabilité et l'administration d'une punition, va tellement de soi qu'elle est intégrée à la définition même du châtiment. Ce qui faisait dire à Nietzsche, dans la deuxième dissertation « La faute, la mauvaise conscience de la généalogie de la morale », je le cite, « Le criminel mérite le châtiment parce qu'il aurait pu agir autrement. Cette idée, aujourd'hui si commune, si naturelle en apparence, si inévitable, et que l'on met sans cesse en avant pour expliquer comment est né le sentiment de justice, est en réalité une forme tout à fait tardive et même raffinée du jugement et du raisonnement humain. D'où a-t-elle tiré son pouvoir, cette immémoriale idée profondément enracinée, aujourd'hui peut-être inextirpable, d'une équivalence entre dommage et douleur? Deux interrogations donc, et deux idées, il faut un coupable et il faut qu'il souffre, qui en sont venues à fonder la peine au point qu'on ne sait plus que ce n'a pas toujours été le cas. Comment ce basculement d'une économie morale de l'échange à une économie morale de la souffrance, autrement dit de la réparation à la punition, s'est-il produit? À cette question complexe, et du reste toujours discutée, on peut apporter une esquisse de réponse en distinguant les deux situations historiques que j'ai évoquées. Dans le cas des sociétés européennes, et il faut préciser européennes de l'Ouest, ce sont celles qui ont été le mieux étudiées, c'est le passage du droit germanique au droit romain, du Wehrgeld à la faute. Pour Michel Foucault, les deux causes invoquées habituellement, à savoir la consolidation de l'État royal, qui met en place une puissance publique intervenant en matière judiciaire, et l'influence de l'Église catholique, qui tire l'ancienne conception du litige vers la conception du péché, ne sont pas suffisantes pour expliquer ce renversement. Il faut aussi, selon lui, prendre en compte une dimension sociologique qui est à la fois économique et politique, ce qu'il appelle des rapports d'appropriation des terres et des rentes à travers des actions en justice et des rapports de force par la répartition des armes à travers l'organisation de la répression. Telle est l'esquisse qu'il propose dans son deuxième cours au Collège de France, Théorie et institutions pénales. Dans le cas des sociétés extra-européennes, celles que l'on dit souvent traditionnelles, la dynamique du changement est relativement plus simple, car il est le résultat d'une rencontre avec le monde occidental et souvent avec la colonisation qu'il impose. Le modèle de justice est importé, souvent dans la douleur, ainsi que l'a montré l'anthropologue tchèque de l'université de Yale, Leopold Pospisil, puisqu'il a étudié la société Kapuaku de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 1950, alors que ne s'était pas encore produit le contact avec le monde extérieur, et il a poursuivi ses travaux jusqu'à la fin des années 70, après l'instauration d'un pouvoir colonial, initialement néerlandais, puis indonésien, dans le cadre de ce qui était appelé, d'une formule étrange, la pacification des territoires tribaux. Ce processus s'accompagnait du développement d'un dispositif répressif, à la fois judiciaire et pénitentiaire. Pour ce peuple dont le système légal reposait sur diverses formes de restitution et de compensation, telles qu'on a vu précédemment, lorsqu'il y avait des infractions qui étaient commises, même lorsqu'il s'agissait d'homicide, la privation de liberté imposée par les décisions de justice était intolérable,
au point qu'ils finirent par se révolter, une première fois contre les autorités néerlandaises et une seconde fois, 10 ans plus tard, contre les autorités indonésiennes. Mais il faut bien comprendre que le basculement historique dont je parle, ce basculement de la réparation à la punition, n'est pas un simple remplacement de l'échange par la souffrance. C'est une substitution d'une économie morale à une autre, d'une organisation sociale, des valeurs à une autre. Car l'infliction d'une souffrance en réponse à la commission d'un acte réprouvé a existé dans nombre de sociétés tant anciennes que lointaines. Le cas des supplices à Rome est bien connu. Enseignant les lettres classiques à l'université de Harvard, Kathleen Coleman insiste sur la cruauté des châtiments qui y étaient pratiqués, sur l'intention de faire souffrir et souvent d'humilier, avec de surcroît la mise en scène publique des exécutions, pour que le public voie que la justice était rendue, écrit-elle. Et c'était soit au bord des routes, dans le cas des crucifixions d'esclaves, soit dans les amphithéâtres, dans le cas des criminels ou des prisonniers de guerre, à l'occasion de spectacles populaires, simulant des scènes mythologiques telles que la mort sur le bûcher dans le rôle d'Héraclès ou la castration à la manière d'Attis. Toutefois, cette souffrance, qui donc existait aussi, relevait non pas d'une économie morale de la souffrance, mais d'une économie politique du spectacle, affirmant, comme elle le dit, l'autorité et la grandeur du souverain. Si, comme je l'ai indiqué dans cette esquisse généalogique, une économie morale de l'échange fondée sur une logique de compensation a précédé une économie morale de la souffrance fondée sur une logique du châtiment, dans la plupart des sociétés, ces économies s'inscrivent dans l'espace de régulation des relations sociales, c'est-à-dire dans l'espace des modalités que la société imagine pour résoudre les problèmes liés à la commission d'infractions. Mais cet espace n'épuise pas l'ensemble des réponses possibles, notamment au niveau non plus du groupe, mais des individus. Face à un tort qui lui a été fait, une personne peut réagir en passant outre cette régulation et se faire justice elle-même, en se vengeant du coupable. La vengeance est l'acte par lequel l'individu offensé ou lésé cause à son tour un dommage au coupable. Elle peut se prolonger par un autre dommage en retour, au risque de générer à ce moment-là une vendetta qui peut sévir entre des clans, des familles ou des bandes rivales. L'économie morale de l'échange, dans les sociétés anciennes ou traditionnelles, et l'économie morale de la souffrance, dans les sociétés modernes et contemporaines, visent à éviter ces cycles de violence et à assurer la paix sociale par un règlement de nature réparatrice dans le premier cas, de nature rétributive dans le second. Il y a toutefois une différence fondamentale entre les deux modalités de règlement de la dette. La compensation se substitue à la violence de la vengeance. La peine socialise cette vengeance. Mais si dans les sociétés anciennes et traditionnelles, l'autorité politique, dans sa fonction judiciaire, ne pouvait complètement éviter les représailles de la partie offensée ou lésée, en revanche, dans les sociétés modernes et contemporaines, l'intervention croissante de l'État à travers son appareil répressif a considérablement réduit les possibilités de rétorsion individuelle, car c'est lui qui a, selon la formule weberienne bien classique, le monopole de l'usage légitime de la violence. De la vengeance, qui est la forme donc élémentaire de la réponse à la commission d'un tort à une personne ou à un groupe, le théâtre antique donne de nombreuses illustrations. La trilogie de l'Orestie, composée par Échille, en est l'illustration probablement la plus fameuse. Dans la première tragédie, Agamemnon, le roi d'Argos, chef de l'armée achéenne, retourne chez lui après sa victoire dans la guerre de Troie, en compagnie de sa captive Cassandre, fille de Priam, dont il a fait sa maîtresse. Sa gloire est cependant ternie par le fait qu'afin d'obtenir des vents favorables pour sa flotte, il a accepté de sacrifier sa fille Iphigénie. À son arrivée, Clytemnestre, son épouse, feint de l'accueillir chaleureusement, mais quelques instants plus tard dans le palais, elle l'assassine ainsi que sa rivale. Elle revendique d'ailleurs son geste publiquement en indiquant qu'elle a ainsi vengé sa fille. Survient alors Égiste, son amant, qui affirme contre l'évidence avoir lui-même tué le roi d'Argos pour venger son propre père, Thyeste, dont le frère de ce dernier, Atrée, père d'Agamemnon, avait cruellement trahi la confiance. Dans la deuxième tragédie, les Coéphores,
Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, rentre à Argos pour venger son père, comme le lui a demandé Apollon par la bouche de l'oracle de Delphes. Avec l'aide de sa sœur Électre, il établit son plan et entre dans le palais en se faisant passer pour un étranger, venu annoncer à la reine le décès de son fils. Grâce à ce stratagème, il peut donner la mort à Égiste, puis après une hésitation, à sa mère Clytemnestre. Le chœur le remercie d'avoir rétabli ainsi justice à Argos, mais alors qu'il se prépare à partir pour aller se purifier de son acte, il voit arriver les Érinies, qui sont des divinités persécutrices des parricides et des matricides, qui sont venus venger le crime qu'il a commis. Enfin, dans la troisième tragédie, les Euménides, Oreste, toujours pourchassé par les Érinies, qui veulent le tuer, parvient avec l'aide d'Apollon à leur échapper et pour aller demander à Athéna qu'elle décide de son sort. La déesse met en place un tribunal dont le jury est composé de citoyens athéniens. Au moment du vote, qui donne une égalité des voix, c'est son bulletin à elle, favorable à Oreste, qui le sauve. Les Érinies sont furieuses du verdict, mais Athéna réussit à les apaiser en leur offrant de devenir des Euménides, dédiés à la protection d'Athènes. Elle en appelle aux Athéniens, je la cite, « Je vois sur cette terrible face une issue bénéfique pour les citoyens. Si, bienveillants, vous honorez grandement toujours ces bienveillantes, vous ferez voir comme tous vous maintenez ce pays et cette ville en droite justice. » De vengeresse, les divinités persécutrices sont ainsi devenues des bienveillantes. Le thème de la vengeance, comme vous le voyez, est donc central dans cette trilogie, puisque Clytemnestre déclare que c'est pour venger sa fille Iphigénie qu'elle a assassiné son mari Agamemnon, qu'Égiste prétend lui-même avoir tué pour venger son père Thyeste. Mais on comprend qu'elle a également voulu se venger de l'affront de l'adultère en donnant la mort à Cassandre. C'est ensuite Oreste qui a reçu l'ordre de venger son père en frappant sa mère et son amant. Ce sont enfin les Érinies dont la mission est de venger les victimes de parricides et de matricides. Le cycle du ressentiment est cependant rompu par Athéna, qui instaure un tribunal et permet un jugement, puis offre aux Érinies une compensation sous la forme d'une nouvelle mission et d'un nouveau nom. On a souvent interprété l'ensemble de ces trois pièces comme un déplacement de la vengeance à la justice, au demeurant une justice sereine, réparatrice, puisqu'elle offre aux Érinies une nouvelle fonction sociale et même démocratique, puisqu'elle est rendue par un groupe de citoyens. Comme l'écrit l'historien Jean-Pierre Vernant, avec la tragédie grecque qui, tout en s'inspirant du mythe, se l'approprie, c'est le monde de la cité avec ses normes et ses valeurs qui se trouve mis en question. Et justement, il en donne pour exemple l'Orestie, dont la fin en forme de réconciliation des humains avec les divinités et de dépassement de la puissance du ressentiment dessine un horizon civique de justice qui lui semble, ajoute-t-il, relever plus d'une espérance que d'une conviction. On pourrait ajouter que les Euménides proposent, en forme d'apothéose de la trilogie, une utopie morale et politique. Cependant, comme l'observe le spécialiste de lettres classiques états-unien de Williams College, David Porter, cette conclusion d'apparence heureuse a pour contrepoint la prééminence des dieux sur les humains, Oreste apparaissant au fond comme une victime passive, soumise au bon vouloir d'Apollon et d'Athéna, laquelle tranche par sa voix apportée à l'accusé le vote indécis des citoyens, comme si ces derniers n'étaient pas réellement en mesure d'assumer leur choix civique. Quoi qu'il en soit, la pièce met une fin presque heureuse, trop heureuse, à la série des vengeances meurtrières. 5 siècles plus tard, Sénèque n'aura pas cette tentation d'un dénouement heureux. Dans Médée, la princesse, abandonnée par son époux Jason, qui veut se remarier avec la fille de Créon, assassine cette dernière et son père avant de tuer les 2 fils qu'elle a eus avec l'homme qui l'a trompée. Dans Agamemnon, Égiste reçoit de son père l'ordre de tuer le héros de Troie, qui est le fils de son frère meurtrier de ses enfants, tandis que sa maîtresse Clytemnestre se joint à lui pour punir son mari d'avoir sacrifié leur fille et de l'avoir trahi avec la jeune Cassandre. Mais à la différence de la pièce d'Échille, il n'y a pas là d'issue heureuse et la fuite d'Oreste laisse entrevoir de nouvelles représailles. Mais surtout, dans Thyeste,
dont l'histoire ouvre la longue succession tragique de la lignée des Atrides, dont il était question à l'instant, on atteint des sommets dans la monstruosité vengeresse. Atrée, roi de Mycène, est renversé de son trône par son frère Thyeste, que sa propre épouse Hérope a aidé dans cette entreprise. L'usurpateur est cependant chassé à son tour et doit s'exiler. Dans un geste de feinte réconciliation, Atrée, qui a retrouvé donc sa couronne, invite son frère à dîner dans son palais. En fait, ayant tué les enfants de Thyeste, ceux qu'il a eus avec Hérope, il donne à ces derniers ses enfants à manger et à la fin du festin se délecte en lui faisant la cruelle révélation, je le cite, « Il y a des bornes à ne pas dépasser lorsqu'il s'agit d'un simple crime, pas lorsqu'il s'agit d'une vengeance. » Horrifié, le soleil inverse sa course et la nuit se fait soudain en plein midi. Désespéré, Thyeste s'écrie « Les dieux viendront exercer leur vengeance. » C'est en effet l'oracle d'Apollon qui, plus tard, lui annoncera qu'il sera vengé par le fils qu'il aura avec sa propre fille, ce qui le conduit à violer cette dernière. Né de cette relation incestueuse, Égiste tuera Atrée, puis son fils Agamemnon, ouvrant le cycle funeste de cette dynastie maudite descendante de Tantale. Dans cette vision très sombre de ces tragédies, il est difficile de ne pas établir un lien, comme le suggère la philosophe et romancière Blandine Le Calais, avec le temps dans lequel vivait Sénèque, lui qui, après avoir été exilé par l'empereur Claude, avait été appelé auprès de Néron pour être son précepteur, puis son conseiller, témoin donc de sa folie sadique, avant d'en devenir lui-même la victime, puisqu'avec son frère cadet et son neveu, il sera contraint au suicide par l'empereur. Un fait remarquable est qu'à la différence des tragédies grecques d'Échille, de Sophocle ou d'Euripide, qui ont été jouées à l'époque de leur création, les tragédies de Sénèque n'ont pas été données en spectacle durant la vie de leur auteur. L'explication n'en est pas évidente, soit qu'elles aient paru trop horribles pour le public de cette période, soit qu'elles n'aient pas correspondu au goût de ce public du point de vue de la dramaturgie. Toujours est-il que la violence et la souffrance sont bien présentes dans le théâtre romain de l'époque augustinienne, ainsi que le rappelle le classiciste de l'université de Tulane, Joe Park Poe, qui souligne cependant l'extrémité à laquelle on vient Atrée en donnant à manger à Thyeste, littéralement, la chair de sa chair. Cependant, cette vengeance, ajoute-t-il, ne procède pas de la raison, mais de la passion. Le roi ne cherche pas véritablement à justifier son geste en évoquant l'usurpation du trône, l'adultère de sa femme et donc la double trahison de son frère. Il se repaît de la jouissance de voir ce dernier en proie à une indicible souffrance. « J'aurais accompli mon crime pour rien si tu n'éprouvais pas une telle douleur, lui dit-il. » Ironique et probablement lucide à la lumière des développements ultérieurs du mythe, il renverse l'intention vengeresse. Ce qui t'angoisse, ce n'est pas d'avoir consommé ce festin monstrueux, c'est de ne pas l'avoir organisé. La suite des événements sera en effet une succession de représailles meurtrières, comme nous l'avons vu. En évoquant ainsi ces différentes versions de la vengeance dans le théâtre tragique grec et romain, j'ai voulu en montrer une forme presque pure, l'acte d'un sujet que ce qu'elle ou il pense être son devoir, souvent soufflé par les dieux et les déesses, impose en réparation d'un autre acte qui l'a précédé, et dans les deux cas, cet acte est généralement un crime, comme celui qu'a commis Clytemnestre, ou une trahison, comme celle dont s'est rendu coupable Jason, ou les deux à la fois, comme dans le cas d'Atrée. C'est cette forme pure qu'on tente à opposer au châtiment, tout en l'en faisant dériver. L'analyse que faisait Émile Durkheim de cette relation entre vengeance et châtiment est à la fois intéressante et troublante. Il écrit « Aujourd'hui, la peine a changé de nature. Ce n'est plus pour se venger que la société châtie, c'est pour se défendre. La douleur qu'elle inflige n'est plus entre ses mains qu'un instrument méthodique de protection. Elle punit non parce que le châtiment lui offre par lui-même quelque satisfaction, mais afin que la crainte de la peine paralyse les mauvaises volontés. » En fait, il reprend une opinion commune qu'il va critiquer. Car il y aurait
eut autrefois la vengeance passionnelle, il y aurait désormais le châtiment rationnel. De cette rupture, Durkheim n'est pas convaincu. Et son argument est double. Et c'est là qu'il est troublant. D'une part, affirme-t-il, c'est une erreur de croire que la vengeance ne soit qu'une inutile cruauté. Car si elle comporte une indiscutable dimension émotionnelle, ce qu'elle tente à détruire était une menace pour tous. Et par conséquent, elle constitue un véritable acte de défense, quoique instinctif et irréfléchi. D'autre part, poursuit-il, la peine est restée, du moins en partie, une œuvre de vengeance, et même en supposant que la peine puisse réellement servir à nous protéger pour l'avenir, nous estimons qu'elle doit être avant tout une expiation du passé. Ce que montre, selon lui, cette expression de vindicte publique qui revient sans cesse dans la langue des tribunaux. En somme, pour parler dans la langue plus familière de la philosophie du droit, dans les sociétés anciennes ou traditionnelles, la vengeance avait aussi une dimension utilitariste, selon Durkheim, orientée qu'elle était vers le futur en protégeant d'une menace. Et dans les sociétés modernes et contemporaines, le châtiment a résolument une dimension rétributive qui se tourne vers le passé dans une logique vindicative. Faut-il donc voir dans le châtiment une pratique sociale libérée de l'esprit de vengeance, ou plutôt sa forme socialisée à travers des instances supposées neutres permettant de la mettre en œuvre? Deux interprétations ici s'opposent. Pour Robert Nozick, le philosophe états-unien de l'université de Harvard, promoteur de la théorie libertarienne du minimum possible d'État, le châtiment, qu'il nomme retribution, rétribution, au sens de punition juste, plutôt que punishment, diffère fondamentalement de la vengeance, qu'il désigne comme revenge et non vengeance, donc sur 5 points. Premièrement, le châtiment sanctionne un acte injuste ou immoral, tandis que la vengeance peut répondre à une blessure ou un dommage sans qu'il n'y ait de dimension de justice ou de moralité. Deuxièmement, le châtiment pose une limite interne à la sanction en fonction de la gravité du mal fait, alors que la vengeance est illimitée, même si celui qui la met en œuvre peut s'en imposer à lui-même. Troisièmement, le châtiment est impersonnel, et l'autorité qu'il prononce n'a pas de lien avec la personne qui le subit. Cependant que la vengeance est personnelle, décidée par un agent qui a un lien, souvent de parenté, avec la victime. Quatrièmement, le châtiment n'a pas de composante émotionnelle quand la vengeance implique un plaisir dans la souffrance du coupable présumé. Cinquièmement, enfin, le châtiment repose sur des principes généraux justifiant la peine et ses modalités, à l'inverse de la vengeance qui se manifeste par la singularité de chaque acte réalisé en représailles. La distinction opérée à travers ces 5 critères est évidemment idéale, ou pour parler comme les sociologues, idéal typique. Ce que reconnaît Robert Nozick lui-même lorsqu'il écrit que les gens peuvent être mus par des motifs mixtes, en partie désireux d'un châtiment, en partie désireux d'une vengeance. Mais sous-jacent à sa distinction entre châtiment et vengeance, il y a, me semble-t-il, 2 implicites. D'une part, il s'agit de justifier le châtiment sous sa forme rétributive, c'est-à-dire non utilitariste, visant à punir pour l'acte commis indépendamment de ses conséquences pour la société. D'autre part, il s'agit de différencier la pratique supposée civilisée de la punition en contraste avec la pratique réputée barbare de la vengeance, qu'il qualifie de primitive. Cette position normative qui valorise le châtiment est partagée par de nombreux auteurs tels que Joel Feinberg ou Anthony Flew. À l'inverse, Leo Seiber, philosophe et avocat de l'Institut de criminologie de l'Université de Cambridge, considère, je le cite en opposition à cette sorte d'orthodoxie, que le châtiment et la vengeance ne sont pas du tout faciles à distinguer. Prenant l'exemple du comte de Monte Cristo, il se demande si Edmond Dantès punit les hommes qui l'ont accusé à tort par jalousie de sa bonne fortune et fait emprisonner pendant 14 ans dans le château d'If, ou bien s'il se venge de leurs méfaits, punition ou châtiment. Pour lui, plus généralement, on peut imaginer 2 options. Soit il n'existe aucune différence analytique entre les deux, ce qui est vrai dans la majorité des cas, ajoute-t-il, soit on peut au plus concéder que la vengeance est une forme
de châtiment. Dans les deux cas, on ne peut guère opposer l'une à l'autre, ce qu'il montre d'ailleurs en s'appuyant à la fois sur les définitions du Oxford English Dictionary, qui fait de la vengeance, je cite dans la définition, un châtiment, la réponse à un acte immoral ou injuste, l'infliction à visée rétributive d'une blessure ou d'une punition. Donc on voit qu'on a une équivalence des termes. Toute formulation qui efface ainsi la différence. Il s'appuie également sur la Bible, en citant le verset 12-19 de l'épître de Paul aux Romains. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Une phrase qui invite à ne pas se faire justice soi-même, mais à laisser Dieu opérer lui-même. Le philosophe relève également la confusion qui est faite par Robert Nozick entre définition et justification du châtiment, puisqu'en parlant de rétribution, il en donne pour équivalent une punition juste. Il est de surcroît possible, comme le fait Léo Zeber, de reprendre point par point les 5 critères définis par le philosophe libertarien et ainsi d'établir qu'on peut punir, y compris dans un tribunal, premièrement, des actes qui ne sont pas véritablement immoraux ou injustes. Cette caractérisation était au demeurant relative. Deuxièmement, sans y mettre de véritables limites, et l'on peut penser à la peine de mort ou même la prison à perpétuité. Troisièmement, avec des motifs personnels, en fonction de son histoire ou de sa religion, ou parce qu'on est une femme ou parce qu'on est une personne de couleur. Quatrièmement, en y mêlant des émotions, peut-être parce qu'on se réjouit de prononcer une lourde peine pour sanctionner un criminel. Cinquièmement, enfin, en singularisant les décisions plutôt qu'en obéissant à des lois universelles. Finalement, il s'avère que le châtiment dans sa forme la plus générale et la peine, dans son expression judiciaire, sont à la fois le prolongement et la normalisation de la vengeance, sa permanence et sa transformation. Ambiguïté qu'affirme Émile Durkheim quand il écrit « La nature de la peine n'a pas essentiellement changé, tout ce qu'on peut dire, c'est que le besoin de vengeance est mieux dirigé aujourd'hui qu'autrefois. » On aimerait pouvoir croire avec lui qu'on parvient à la contenir dans de certaines limites, comme il l'écrit, et qu'on ne la voit plus se tourner contre des innocents, comme il le dit également, quand on pense qu'aux États-Unis, on condamne à l'emprisonnement à vie pour des actes sans violence et on enferme des personnes qu'on sait n'être pas coupables. Mais on peut assurément le suivre lorsqu'il conclut, à propos de la vengeance, « Elle reste néanmoins l'âme de la pénalité. » Jusqu'à présent, j'ai situé, comme le font les philosophes et les magistrats, la relation entre châtiment et vengeance en me référant à des situations individuelles, dans lesquelles une personne a commis un acte contraire à la loi, à la morale ou à la norme. Mais cette relation existe également au niveau collectif, y compris dans le cas des États et des relations entre eux. Pour se limiter à la période récente, après l'attaque du 7 octobre 2023, l'intervention militaire lancée par Israël contre le Hamas et contre la population de la bande de Gaza a été qualifiée dans les médias de manière presque indifférente de punition collective et d'opération de représailles, du moins lorsque les journalistes ne se conformaient pas à l'euphémisme riposte. Autrement dit, il y avait bien là encore, une imbrication des idées de châtiment et de vengeance. Du reste, si les bombardements et les arrestations pouvaient être présentés comme relevant de pratiques punitives, pour autant qu'ils étaient ciblés contre des militants et respectueux des droits de la guerre, ce n'était plus le cas dès lors que les bombardements étaient étendus aux civils, incluant des enfants, et que des humiliations et des tortures suivaient les arrestations dans les prisons et dans les camps, tous éléments qui signaient l'intention vindicative. Vengeance et châtiment ne faisaient plus qu'un. Pour mieux saisir cette confusion entre vengeance et châtiment, il faut probablement en revenir aux affects. Dans les 3e et 4e parties de l'éthique, Spinoza définit ce que sont pour lui les affects. Le mot qu'il utilise, affectus, est parfois traduit par émotion, sentiment, voire passion, termes qui n'ont cependant pas tous la même signification et je préfère donc conserver la traduction littérale affect. Ce que Spinoza désigne donc comme affect, ce sont, écrit-il, les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Il distingue 2 états. Nous sommes actifs lorsque
en nous ou hors de nous, il se produit quelque chose dont nous sommes la cause adéquate, tandis que nous sommes passifs lorsqu'il se produit en nous quelque chose ou que de notre nature suit quelque chose dont nous ne sommes que la cause partielle. En conséquence, il y a deux sortes d'affects, je le cite. Si nous pouvons être cause adéquate de quelqu'une de ces affections, j'entends par affect une action, dans les autres cas, une passion. Pour Spinoza, il existe trois affects primaires. Cupiditas, traduit en général par désir ou appétit. Laetitia, rendu par plaisir ou joie. Et tristitia, interprété comme tristesse ou souffrance. Le désir, affirme-t-il, est l'essence même de l'être humain. Quant au plaisir et à la tristesse, ce sont des opposés, puisque l'un fait passer l'esprit à une perfection plus grande, le plaisir, l'autre à une perfection moindre, la tristesse. De ces trois affects dérivent de nombreux autres, selon lui, comme l'amour et la haine, l'espoir et la peur, l'envie et la compassion. L'argument que j'aimerais avancer ici est que les trois affects primaires, le désir, le plaisir et la tristesse, sont étroitement associés à la faculté de punir. Dans la mesure où j'ai longuement abordé la question de la souffrance, je m'attacherai ici surtout aux deux premiers, le désir et le plaisir. Le désir renvoie à un objet qu'on ne possède pas. Le plaisir réside dans la jouissance de cet objet. Le premier est une attente, le second une intensité. L'un regarde vers le futur, l'autre investit le présent. Si la vengeance est l'âme de la pénalité, et si la peine est restée du moins en partie une œuvre de vengeance, comme le dit Émile Durkheim, c'est que la volonté de punir est aussi un désir de punir. Ce n'est pas le seul fait du magistrat ou même du policier qui éprouve ce sentiment, c'est aussi un chef d'État qui veut pénaliser les parents d'enfants délinquants, un Premier ministre qui veut restreindre l'excuse de minorité pour punir des adolescents comme des adultes, un ministre de l'Intérieur qui étend les infractions passibles d'amendes forfaitaires délictuelles, un parlementaire qui vote une loi pénale contre le port de certains vêtements, un journaliste qui appelle à des sanctions plus sévères, une militante féministe qui exige des peines plus lourdes pour les auteurs de violences conjugales, une association de défense des usagers qui demande la criminalisation des délits routiers, les 2 personnes sur 3 qui considèrent que la justice trop laxiste dans un sondage de 2021 que la justice est trop laxiste dans un sondage de 2021 qui a été réalisé pour le Sénat. Il ne s'agit pas pour moi de décider du bien fondé dans chacun de ces cas, mais simplement de constater l'existence d'une attente de châtiment. La déception ressentie dans les commentaires lorsque la personne qui a commis une infraction considérée comme grave ne reçoit pas de peine de prison ferme, notamment lorsqu'il s'agit d'un politicien corrompu ou d'un policier tueur, donne la mesure de cette attente. Si l'on suit la théorie de la fonction expressive du châtiment, telle que la développe le philosophe de l'Université de l'Arizona Joel Feinberg, je le cite, « Le châtiment est un dispositif conventionnel pour l'expression d'attitudes de ressentiment et d'indignation et de jugements de désapprobation et de réprobation, soit de la part de l'autorité qui punit, soit des personnes au nom desquelles cette punition est infligée. » Il y a donc 2 éléments qui participent de ce qu'il appelle l'importance symbolique du châtiment, à savoir des affects, ressentiment et indignation, et des évaluations, désapprobation et réprobation. Mais c'est sur les premiers qu'il insiste, il écrit « Le châtiment exprime plus qu'un jugement de désapprobation, jugement. C'est aussi une manière symbolique d'exprimer une sorte de ressentiment vindicatif, autrement dit un affect. » Et il prend l'exemple de la prison et des affects de haine, de peur et de mépris qu'on y perçoit. Je le cite encore. « Non seulement le criminel ressent l'hostilité brute de ses gardes et du monde extérieur, mais cette hostilité se présente comme étant justifiée. Son châtiment est porteur d'une vengeance légitimée. » Et il évoque cette formule célèbre d'un juriste du XIXe siècle. « La loi pénale est avec la passion de la vengeance, dans une relation similaire à celle du mariage, avec le désir sexuel. Le parallèle manque de finesse, mais il révèle la dimension affective de désir qui sous-tend la peine. » De cette généalogie du châtiment, Nietzsche se montre critique.
Il se moque de ceux qui s'efforcent, dit-il, de sanctifier la vengeance en la baptisant justice et de mettre en honneur en même temps que la vengeance tous les sentiments réactifs possibles. Par sentiment réactif ou attitude réactive, dans la terminologie du philosophe britannique de l'Université d'Oxford, Peter Strawson, il faut comprendre des affects moraux en réaction à des actes et des personnes, tels que la gratitude, l'indignation, la sympathie, ou bien justement le ressentiment. Pour Nietzsche, dont on sait le mépris dans lequel il tient le ressentiment, terme qu'il utilise en français dans son texte et qu'il attribue à la vengeance des esclaves contre les maîtres, la justice est, dit-il, une puissance supérieure à d'autres qui s'efforce d'arrêter parmi elles les déchaînements absurdes du ressentiment. Il faut le reconnaître, c'est une vision idéaliste, mais dont le périmètre d'application est limité puisque, ajoute-t-il, le droit ne peut être qu'un territoire d'exception. Pour lui, le châtiment doit donc être séparé analytiquement du ressentiment et du reste aussi de la justice. Il pense en effet que donner un but, que ce soit la vengeance dans le rétributivisme kantien ou la dissuasion dans l'utilitarisme benthamien, et dès lors faire de ce but le principe causal du châtiment, on punirait pour sanctionner l'acte commis ou pour réduire la criminalité, est erroné. Il existe de très nombreuses raisons, écrit-il, de punir, et il en fait une énumération qui n'est pas exhaustive. Pour éliminer une menace, pour satisfaire une victime, pour rétablir l'ordre, pour inspirer la crainte, pour compenser un dommage, pour préserver la pureté d'un groupe, pour célébrer la victoire contre un ennemi, pour produire une mémoire parmi les témoins, pour protéger contre les excès de la vengeance, pour déclarer la guerre à des rebelles, pour protéger la vie de la communauté. En somme, la signification du châtiment ne se réduit pas à la sanction d'une infraction. Il est un acte polysémique qu'il faut interpréter en fonction d'un contexte. Dans des travaux antérieurs sur les forces de l'ordre, sur les comparutions immédiates et sur l'univers carcéral dont j'ai déjà parlé, j'en ai donné des illustrations, par exemple des policiers qui punissent un adolescent d'origine africaine en inventant un délit pour justifier de le frapper et de l'humilier dans la rue, une présidente de tribunal qui punit d'une peine d'emprisonnement un homme de la communauté du voyage pour conduite après retrait des points de son permis et le prive ainsi d'un contrat de travail difficilement obtenu, en admettant qu'elle le fait parce qu'il faut bien faire quelque chose. Un directeur de maison d'arrêt qui punit de 7 jours de quartier disciplinaire un détenu accusé sans preuve d'avoir insulté un surveillant parce qu'il veut éviter de heurter son personnel, dont il craint qu'il n'exerce ensuite des représailles sur d'autres prisonniers. Racisme policier, routine judiciaire, manœuvre pacificatrice, 3 logiques qui n'ont guère à voir avec le but assigné au châtiment. Et plutôt que le désir de punir et à l'esprit de vengeance qui le sous-tend, c'est un autre affect que Nietzsche situe au cœur de l'acte de punir, le plaisir. C'est, affirme-t-il, je le cite, la satisfaction de pouvoir exercer sans retenue sa puissance sur un impuissant, une jouissance qui est d'autant plus intense que celui qui en est la victime est d'un rang social plus bas et d'une condition plus humble. Il évoque encore, je le cite, le sentiment exaltant de pouvoir mépriser et maltraiter quelqu'un comme un inférieur, et il voit dans l'exercice du châtiment, je le cite encore, une invitation et un droit à la cruauté. Utilisant une phrase en français dans son texte allemand, il parle de volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire. Comme j'ai pu le constater sur mes terrains d'enquête, dans la pose de menottes trop serrées ou mal appliquées pour provoquer des douleurs et tordre les bras au risque de provoquer des complications neurologiques, dans les propos vexatoires et dégradants d'un réquisitoire contre un prévenu accusé d'un délit mineur, dans le refus opposé à un détenu d'une douche ostensiblement autorisée à un autre prisonnier, il y a la jouissance d'une toute-puissance, celle d'un policier, d'un procureur ou d'un surveillant de prison, respectivement, qui permet l'infliction d'une souffrance à laquelle la personne qui l'a subie ne peut répondre. Le plaisir de punir associe donc une dimension de pouvoir et une dimension de délectation dont la combinaison peut être poussée jusqu'au sadisme. Les unités pour malades mentaux des établissements pénitentiaires états-uniens
en offre une tragique illustration. Comme l'a montré l'avocat et politiste de l'Université de Columbia, Bernard Harcourt, dans un article significativement intitulé « From the Asylum to the Prison », de l'asile à la prison, un déplacement s'est opéré au cours des 3 dernières décennies du XXe siècle entre les 2 institutions de confinement dont l'historien David Rothman, lui aussi professeur à l'Université de Columbia, avait analysé la naissance presque concomitante au XIXe siècle. Ainsi, entre la fin des années 1930 et la fin des années 1950, le taux de patients en hôpital psychiatrique approchait 500 pour 100 000 habitants, soit 3 fois plus élevé que le taux de détenus dans les prisons, qui avoisinait alors 150 pour 100 000 habitants. Au début de la décennie 1960, commençait un déclin prononcé de la population asilaire dans le cadre de la politique de désinstitutionnalisation de la psychiatrie. Puis au début de la décennie 1970, une progression spectaculaire de la population pénitentiaire s'amorçait dans le contexte de la politique d'incarcération de masse. Et donc, comme le montre Bernard Harcourt, à la fin du siècle, la somme des effectifs de ces 2 institutions totales, pour parler comme Erving Goffman, l'asile et la prison, avait retrouvé le niveau qu'il avait au milieu du siècle. Mais avec cette différence majeure qu'alors qu'au milieu du siècle, du XXe siècle, les 3/4 des personnes confinées étaient en asile, elles y sont désormais 20 fois moins nombreuses que dans les prisons. Et bien qu'il ne s'agisse pas là d'un simple effet de vase communicant, parce que la désinstitutionnalisation de la psychiatrie procède de logiques multiples, notamment de la découverte et de l'utilisation de psychotropes, et que l'incarcération de masse obéit elle aussi à des mécanismes spécifiques, à commencer par la guerre à la drogue menée contre les minorités noires, il n'en reste pas moins que le nombre de patients souffrant de maladies mentales s'est considérablement accru dans les prisons qui en accueillent aujourd'hui 3 fois plus que les institutions médicales aux États-Unis. Chaque année, près de 2 millions de personnes présentant des troubles mentaux sévères entrent dans des jails, les établissements pénitentiaires de district, où ils représentent jusqu'à 40% de la population à Rikers, dans la ville de New York. Et un jour donné, on compte 360 000 de ces malades mentaux dans l'ensemble des personnes emprisonnées. Cette population vulnérable est pour partie concentrée dans des unités spéciales. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les enquêtes de journalistes se sont multipliées au cours des 2 dernières décennies, révélant au public et aux autorités, sans guère entraîner pourtant de débats et de réformes, la normalisation non seulement de la violence, mais aussi de la cruauté à l'encontre de ces détenus souffrant de psychose et de dépression graves, abandonnés par la société aux mains du personnel pénitentiaire. Une étude nationale conduite par Human Rights Watch montre la banalité de ces pratiques. Dans les prisons de Californie, environ 40% des détenus présentaient des troubles mentaux sévères, mais ils représentaient 90% des victimes d'incidents avec usage de la force par les surveillants, soit plus du double. La disproportion entre les 2 chiffres de présence et de violence était 2,5 fois en Caroline du Sud et atteignait 12 fois dans le Colorado. Les prisonniers les plus souvent affectés étaient ceux souffrant de délires et d'hallucinations qui leur donnaient des comportements erratiques, les faisaient se souiller dans leurs cellules et les rendaient imperméables aux ordres des surveillants, entraînant le recours au gaz poivré dans la face, qui provoque d'intenses brûlures cutanées et une cécité temporaire, parfois à des coups de poing et de pied, au maintien au sol par écrasement du thorax et à l'immobilisation coercitive sur une chaise ou un lit, tous éléments qui, évidemment, aggravaient leur angoisse et leur agitation. En Alabama, un homme de 47 ans qui présentait une schizophrénie avec manifestation paranoïaque voulut emporter dans sa cellule une chaise sur laquelle il avait inscrit son nom. Pour l'en empêcher, un surveillant l'aspergea d'un gaz poivré et avec 2 de ses collègues le frappèrent à l'abdomen et au visage. Alors qu'il était menacé au sol, il mourut quelques heures plus tard à l'infirmerie d'une hémorragie interne. Dans le Michigan, un homme de 38 ans qui souffrait de schizophrénie avec une bipolarité, mais ne recevait pas de traitement psychiatrique, a vu sa santé se détériorer au fil des mois et son comportement devenir de plus en plus incohérent.
parce qu'il répandait sa nourriture sur son corps et urinait sur le sol de sa cellule, il était souvent privé de repas et l'eau de son lavabo était coupée. Lorsque le personnel finit par s'inquiéter de la situation, il fut aspergé de gaz poivré extrait de sa cellule, il supplia qu'on lui donne à boire, il fut remis en cellule sans rien avoir reçu et mourut 3 jours plus tard. En 5 mois, son poids était passé de 64 à 34 kilos. Mais c'est la prison de Dade, en Floride, qui a donné lieu aux descriptions les mieux documentées, notamment à la suite de la mort d'un homme de 50 ans qui souffrait de troubles psychotiques, incarcéré pour possession de cocaïne et puni pour avoir répandu des excréments sur les murs de sa cellule. La sanction était l'enfermement dans une cabine de douche sous une eau bouillante. Au bout de 2 heures, au cours desquelles il hurlait de douleur, il s'est effondré sans connaissance, la peau de son corps s'en allait en lambeaux, découvrant ses chairs sur le thorax, l'abdomen et les membres. L'affaire fut classée par les services de police et de la procureure, tandis que le médecin légiste attribuait la mort à une chute dans la douche, jusqu'à ce qu'un soignant porte plainte, qu'un détenu libéré témoigne et que des journalistes publient leurs investigations. On découvrit alors que dans l'établissement, ce châtiment était ordinaire, que les sévices à l'encontre des malades mentaux étaient routiniers et que tant l'administration pénitentiaire que l'appareil judiciaire fermaient les yeux sur des pratiques qu'ils connaissaient. Il faut donc comprendre la jouissance de faire souffrir au-delà des agents qui commettent ces actes. Il s'agit ici plutôt de sadisme institutionnel. Un cas moins dramatique mais non moins révélateur en a été publicisé, c'est celui de Chelsea Manning, l'analyste informatique de l'armée des États-Unis qui avait transmis à Wikileaks des centaines de milliers de documents classés secret défense montrant les graves exactions pratiquées par des soldats sur des civils en Irak et en Afghanistan. Condamnée à 35 ans de prison, elle est incarcérée en Virginie, d'abord dans une cellule disciplinaire de 5 mètres carrés, entièrement vide, où elle est interdite de toute activité, y compris d'exercice physique, et sous la surveillance permanente de 2 gardes du corps des marines, contrainte de rester assise 17 heures par jour, n'étant autorisée ni à s'appuyer contre le mur, ni à s'allonger sur le bas-flanc sans matelas ni oreiller qui lui servait de lit. Tous les 2 jours, elle est conduite dans une cour où, entravée par des chaînes, elle peut marcher en cercle pendant 20 minutes, étant immédiatement reconduite dans sa cellule dans les cas où elle s'arrête. Remarquable imagination tortionnaire de l'institution militaire qui est prête à déployer au moins une dizaine de soldats à plein temps pendant 7 années pour s'assurer que sa victime n'appuie pas son dos contre le mur, ne s'allonge jamais dans la journée, ne fasse pas une halte lors de sa déambulation dans la cour de promenade. Le cas a d'ailleurs été dénoncé par les Nations Unies comme traitement cruel, inhumain et dégradant. Ayant fait plusieurs tentatives de suicide, Chelsea Manning a été finalement graciée par le président Barack Obama après 7 années d'emprisonnement, mais elle a été réincarcérée à plusieurs reprises pour avoir refusé de témoigner contre Julian Assange. Ainsi est-elle restée fidèle à ses valeurs de vérité et de justice. Du plaisir de punir, la justice états-unienne offre une illustration singulière avec le développement de pratiques de shaming, c'est-à-dire d'humiliation publique, que certains magistrats utilisent très largement. Dans l'Ohio, une femme a été condamnée à se tenir dans le carrefour de la ville avec une pancarte indiquant « Seule une idiote roule sur le trottoir pour doubler un bus scolaire ». En Pennsylvanie, 2 femmes qui avaient dérobé le chèque cadeau d'une fillette dans un magasin ont dû rester devant le tribunal avec un écriteau portant la mention « J'ai volé une enfant de 9 ans le jour de son anniversaire ». Au Texas, un homme qui avait frappé son fils avec une antenne de voiture a reçu pour sentence de passer 30 nuits consécutives dans la niche du chien d'une surface d'1 demi-mètre carré sans sac de couchage. En Virginie, un homme qui avait causé des blessures mineures à l'un de ses enfants lors d'un accident de la route a été contraint de pratiquer une vasectomie pour mise en danger de sa progéniture. Ces pratiques avilissantes connaissent du reste un succès public et divers programmes de télévision en assurent la popularité. Le plus célèbre était To Catch a Predator, Attraper un prédateur, qui a été diffusé pendant 3 années à la fin de la décennie 2000 sur la chaîne NBC. Avec l'aide de l'association Perverted Justice, Justice pervertie,
l'équipe tendait un piège à des personnes qui entraient en contact via Internet avec des mineurs pour des relations sexuelles. Lorsque les prédateurs présumés arrivaient dans la maison où le rendez-vous avait été fixé, ils trouvaient le présentateur qui leur tenait devant la caméra cachée des propos mortifiants avant de les laisser repartir alors que des policiers les attendaient dehors pour les interpeller. L'émission fut finalement interrompue après le suicide d'un substitut du procureur au Texas qui avait été filmé dans ces conditions en direct par l'équipe de télévision. Mais d'autres séries similaires ont été créées plus tard. La mobilisation des affects est donc un aspect souvent négligé du châtiment. Elle concerne 2 des 3 affects primaires identifiés par Spinoza, le désir qui est une projection dans le futur et le plaisir qui est une actualisation dans le présent. Les 2 se complètent et même se combinent. Dans l'échange amical qu'il a eu avec Michel Foucault autour de Surveiller et punir et de la volonté de savoir, livre qu'il admirait, Gilles Deleuze exprimait cependant une différence avec son ami. Pour lui, disait-il, les microdispositifs mettant en jeu les relations sociales étaient moins des agencements de pouvoir que des agencements de désir. Ou plus exactement, c'était le désir qui était premier et le pouvoir n'était que second. Lorsqu'il a soumis cette observation à son ami, Michel Foucault lui a répondu « Je ne peux pas supporter le mot désir », expliquant qu'il lui évoquait l'idée de manque ou de répression au sens de la psychanalyse. Il ajoutait « Alors moi, ce que j'appelle plaisir, c'est peut-être ce que vous appelez désir ». À quoi Gilles Deleuze répondait « C'est autre chose qu'une question de mots, puisque moi, à mon tour, je ne supporte guère le mot plaisir ». Conversation enjouée entre les 2 philosophes, dont l'un défend le désir, l'autre le plaisir. Mon argument est que dans le cas du châtiment, le désir de punir et le plaisir de punir coexistent et même sont liés l'un à l'autre, mais ils le sont dans une relation au pouvoir. À travers le désir de punir et le plaisir de punir se manifeste une toute-puissance qui peut d'autant plus facilement s'exercer qu'elle est distribuée, ainsi que je l'ai montré la dernière fois, de manière inégale dans la société, affectant de manière disproportionnée les catégories jugées les plus punissables. Je vous remercie.